Je parle aujourd'hui à ceux qui refusent de vivre avec un esprit emprunté et des pensées héritées. Si tu bâtis un esprit fort, enraciné dans la vérité et la responsabilité, tu découvriras une puissance intérieure capable de transformer ta vie et d'ébranler le monde autour de toi. Je ne suis pas venu flatter ton confort, je suis venu réveiller ton esprit. Si tu oses reprendre l'autorité sur ta pensée et bâtir un esprit fort, libre et responsable, tu libéreras une puissance capable de briser les prisons mentales, de changer ta destinée et de déranger tous ceux qui ont choisi la médiocrité. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes te mettent mal à l'aise sans prononcer un seul mot. Leur esprit t'intimide avant même que leur bouche ne s'ouvre. Tu te sens mentalement dépassé, cognitivement distancé, intellectuellement manœuvré. Ce n'est pas une question de QI ni de niveau d'études. C'est une question d'autorité mentale. La puissance indéniable de quelqu'un qui possède sa pensée au lieu de louer les opinions populaires. La plupart des gens marchent avec des pensées téléchargées, des perspectives préemballées, des convictions de seconde main. Ils croient penser, alors qu'en réalité, ils ne font que se souvenir de ce qu'on leur a dit de penser. Leurs certitudes ne sont pas des conclusions qu'ils ont atteintes, ce sont des positions qu'ils ont héritées. Leurs convictions ne sont pas des découvertes personnelles, ce sont des accommodements sociaux dans un monde rempli de suiveurs mentaux. Le penseur indépendant paraît presque menaçant. Et c'est précisément ce type d'esprit que tu dois construire. Tu es né avec quelque chose que les rois ne peuvent pas acheter, que les présidents ne peuvent pas légiférer, que les dictateurs ne peuvent pas contrôler, que les riches ne peuvent pas acquérir. De quoi est-ce que je parle? De ton esprit. L'atout le plus puissant que tu possèdes ne se trouve pas sur ton compte bancaire. Il se trouve entre tes oreilles. Chaque personne ici possède un esprit si puissant qu'il peut transformer des nations. Mais la plupart des gens n'exploitent jamais cette puissance. Ils vivent prisonniers de prisons mentales qu'ils ont construites eux-mêmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de bâtir un esprit si fort qu'il fait réellement peur aux gens. Quand j'étais enfant, en grandissant, il y avait un homme dans notre quartier que tout le monde évitait. Pas parce qu'il était physiquement intimidant. Il était en réalité de petite stature. Pas parce qu'il était riche. Il vivait modestement. Les gens l'évitaient parce que son esprit était puissant, sa vision claire, son but parfaitement défini. Il mettait les autres mal à l'aise. Il savait exactement qui il était et où il allait. Ce genre de certitude terrifie la personne moyenne. Tu vois, un esprit fort ne demande pas la permission d'être grand. Un esprit fort n'a pas besoin de validation constante. Un esprit fort reste debout quand tout autour s'effondre. C'est ce type d'esprit que je veux que tu construises. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton esprit est la source de tout ton comportement. Tes actions ne déterminent pas ta pensée. Ta pensée détermine tes actions. Change ton esprit et tu changes ta vie. C'est aussi simple que cela, et aussi profond que cela. La plupart des gens luttent toute leur vie parce qu'ils ne comprennent jamais ce principe. Ils essayent de changer leurs circonstances sans changer d'abord leur esprit. Ils tentent de modifier les résultats sans s'attaquer à la source. C'est comme essayer de purifier l'eau après qu'elle soit sortie du tuyau au lieu de nettoyer la source. Tes circonstances actuelles sont le résultat des pensées que tu nourris depuis des années. La bonne nouvelle, c'est que si tu n'aimes pas tes circonstances, tu peux changer tes pensées. Et quand tu changes tes pensées, tu changes tout. J'ai rencontré un jour une femme qui avait vécu dans la pauvreté toute sa vie. Sa famille était pauvre depuis des générations. La pauvreté n'était pas seulement sa condition, c'était son état d'esprit. Quand j'ai parlé avec elle, je lui ai posé une question simple. « Que penses-tu de la richesse ?» Sa réponse révélait tout. Elle a dit que la richesse était pour les autres, pas pour des gens comme elle. Je l'ai regardée et je lui ai dit que sa pauvreté n'était pas dans sa poche, mais dans son esprit. 6 ans plus tard, cette même femme possède 3 entreprises prospères. Qu'est-ce qui a changé? Pas l'économie, pas son niveau d'études, pas ses relations. Ce qui a changé, c'est son esprit. Elle a bâti un esprit si fort que la pauvreté ne pouvait plus la retenir captive. Quand tu construis un esprit fort, tu deviens dangereux pour la médiocrité. Tu deviens une menace pour la complaisance.
Tu perturbes le statu quo. Rien que par ta présence, les personnes à l'aise dans la moyenne se sentiront mal à l'aise autour de toi. Ta simple présence remettra en question leurs excuses. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Il y avait un jeune homme que j'ai mentoré il y a des années. Il venait d'un milieu où personne n'avait jamais terminé le lycée. Sa famille lui disait que l'université était une perte de temps. Ses amis se moquaient de lui quand il parlait de ses rêves. Mais ce jeune homme a pris une décision. Il a décidé de construire son esprit chaque jour. Il lisait des livres chaque semaine. Il trouvait des personnes accomplies auprès desquelles apprendre. Chaque mois, il évaluait sa façon de penser pour identifier ses croyances limitantes. Sa famille le traitait d'arrogant. Ses amis ont cessé de l'inviter. Des rumeurs ont circulé à son sujet dans le quartier. Pourquoi? Parce qu'un esprit fort effraie ceux qui sont engagés dans la faiblesse. Aujourd'hui, ce jeune homme est titulaire d'un doctorat. Il dirige des organisations qui emploient des personnes de son ancien quartier. Il parcourt le monde pour parler à des leaders. Est-ce que son esprit a changé sa vie? Non. Son esprit a créé une toute nouvelle vie. Tu vois, l'esprit est comme un muscle. Il répond à la résistance. Il grandit lorsqu'il est mis au défi. Il se renforce lorsqu'il est forcé de résoudre des problèmes. La plupart des gens évitent toute résistance mentale. Ils fuient les défis. Ils se cachent des problèmes. Puis ils se demandent pourquoi leur esprit reste faible. Construire un esprit fort exige une exposition intentionnelle à des idées qui te défient. Cela demande que tu questionnes tes suppositions. Cela nécessite le processus douloureux d'admettre quand tu as tort. Les esprits faibles défendent leurs limites. Les esprits forts abandonnent leurs limites. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ton potentiel n'est pas déterminé par ton passé. Ton potentiel est déterminé par la capacité de ton esprit à concevoir un avenir différent. Plus ton esprit est fort, plus ton potentiel est grand. Quand je parle d'un esprit fort, je ne parle pas d'entêtement. L'entêtement est souvent un signe de faiblesse mentale, pas de force. Un esprit véritablement fort est flexible, adaptable et ouvert à de nouvelles informations. Il est fort parce qu'il est suffisamment sécurisé pour changer quand c'est nécessaire. Un esprit fort est bâti sur des principes, pas sur des opinions. Les opinions changent avec le vent. Les principes demeurent fermes au milieu des tempêtes. Quand tu construis ton esprit sur des principes, tu deviens inébranlable dans les valeurs et indestructible dans les temps d'épreuve. Un principe sur lequel j'ai bâti mon esprit est celui-ci. Je suis responsable de ma vie. Pas le gouvernement, pas mes parents, pas mes circonstances. Moi. Quand tu prends l'entière responsabilité de ta vie, tu récupères ton pouvoir des mains de toute personne et de toute chose. Un autre principe. Les problèmes ne sont pas des obstacles au succès. Ce sont des opportunités de croissance. Quand tu adoptes ce principe, tu arrêtes de fuir les problèmes et tu commences à courir vers eux. Tu comprends que chaque problème résolu renforce ta capacité mentale. En voici un autre. Ma valeur est intrinsèque, elle n'est pas à gagner. Je n'ai pas besoin de performer pour avoir de la valeur. J'ai déjà de la valeur. Quand ce principe s'enracine dans ton esprit, le rejet perd son pouvoir. La critique devient une information et non une condamnation. L'échec devient un retour, pas une finalité. Ces principes, et d'autres comme eux, forment le fondement d'un esprit si fort qu'il fait peur aux gens. Un esprit qui refuse d'être défini par les circonstances. Un esprit qui crée au lieu de se plaindre. Un esprit qui dirige au lieu de suivre. Construire ce type d'esprit prend du temps. Il n'y a pas de raccourci. De la même manière que tu ne peux pas bâtir une force physique sans exercice régulier, tu ne peux pas bâtir une force mentale sans travail mental constant. À quoi ressemble ce travail mental? Il commence par ce que tu nourris dans ton esprit. Tout comme ton corps est construit par la nourriture que tu consommes, ton esprit est construit par l'information que tu absorbes. La plupart des gens nourrissent leur esprit de malbouffe mentale toute la journée. Des ragots, de la négativité, de la futilité. Un esprit fort exige une nourriture mentale nutritive, des idées qui te défient et t'élargissent, des concepts qui approfondissent ta compréhension, des perspectives qui élargissent ta vision. Ton esprit ne s'élèvera jamais au-dessus du niveau d'information que tu consommes régulièrement.
Le deuxième aspect de ce travail mental est la réflexion. L'information sans réflexion n'est que du divertissement. Il ne suffit pas de s'exposer à des idées puissantes. Tu dois réfléchir profondément à ces idées. Tu dois les questionner. Tu dois les appliquer. Tu dois les intégrer dans ton cadre de compréhension actuel. Je passe chaque jour du temps dans la réflexion. Sans musique, sans distraction, juste moi et mes pensées. J'examine ce que j'ai appris et la manière dont cela se connecte à ce que je sais déjà. Cette pratique a transformé mon esprit. Il est passé d'un simple seau qui accumule des informations à une usine qui produit de la sagesse. Le troisième aspect est l'application. La connaissance non appliquée n'est qu'une opinion. Pour construire un esprit fort, tu dois agir sur ce que tu sais. Tu dois tester ta compréhension face à la réalité. Tu dois être prêt à échouer, à apprendre, à t'ajuster et à recommencer. Ce cycle d'application et d'ajustement renforce ton esprit comme rien d'autre ne peut le faire. Maintenant, parlons de la prison dans laquelle vit la majorité des gens. Elle n'est pas faite de béton ni d'acier. Elle n'a pas de gardien armé. Cette prison existe uniquement dans l'esprit. Et pourtant, elle est plus contraignante que n'importe quelle cellule physique. Je parle des limitations mentales. Ces barrières invisibles qui t'empêchent de devenir qui tu es né pour être. Les limitations mentales sont comme des chaînes autour de ton potentiel. Elles restreignent tes mouvements. Elles étouffent ta croissance. Elles emprisonnent ta destinée. Et la chose la plus dangereuse à propos de ces limitations, c'est que la plupart des gens ignorent même qu'ils les portent. Je me souviens avoir visité un sanctuaire animalier il y a des années. Il y avait un aigle qui avait été secouru après avoir été blessé. Cet oiseau majestueux, créé pour planer au-dessus des montagnes, avait été gardé dans une petite cage pendant sa convalescence. Lorsqu'on l'a finalement déplacé dans un grand enclos avec un ciel ouvert au-dessus de lui, quelque chose d'étrange s'est produit. L'aigle refusait de voler plus haut que la hauteur de son ancienne cage, alors que rien ne le retenait physiquement. L'aigle avait mentalement accepté ses limites. Il avait été programmé à croire que la liberté ne s'étendait que jusque-là. Trop d'êtres humains vivent exactement comme cet aigle. Rien ne les empêche physiquement de s'élever, mais mentalement, ils ont accepté la hauteur de leur cage comme la limite de leur potentiel. Lorsque j'ai commencé mon œuvre il y a des années, je me suis approché d'un mentor potentiel, un homme que je respectais profondément. Je lui ai demandé de me guider, de m'aider à développer mes dons. Sais-tu ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit que des gens comme nous ne faisaient pas ce genre de choses. Il m'a dit de connaître ma place. Il n'était pas cruel. Dans son esprit, il était réaliste. Il avait accepté des limitations mentales que d'autres avaient placées sur lui, et il ne faisait que me transmettre ces mêmes limitations. Je suis reparti de cette conversation avec un choix. Je pouvais accepter ces limites comme étant les miennes, ou je pouvais m'en libérer. Ce jour-là, j'ai décidé que la pensée limitée de personne ne définirait mon potentiel, que la petite vision de personne ne restreindrait ma mission. Briser les limitations mentales commence par les reconnaître. Tu ne peux pas t'échapper d'une prison dont tu ignores l'existence. Alors laisse-moi t'aider à identifier quelques limitations mentales courantes qui te retiennent peut-être. La première limitation est ce que j'appelle la pensée héritée. Ce sont des croyances que tu as absorbées de ta famille, de ta culture, de ta communauté, sans jamais les remettre en question. Des croyances comme les gens de notre milieu ne créent pas d'entreprise. Les études supérieures ne sont pas pour des gens comme nous. La réussite financière exige toujours de la malhonnêteté. On ne peut pas réussir tout en conservant ses valeurs. Ces croyances héritées n'ont pas été implantées pour te nuire. Souvent, elles ont été transmises par des personnes qui t'aimaient sincèrement et voulaient te protéger de la déception. Mais l'amour ne les rend pas vrais, et les bonnes intentions ne les rendent pas utiles. J'ai travaillé avec une jeune femme brillante, dotée d'un talent artistique extraordinaire. Ses peintures faisaient pleurer les gens. Mais elle refusait de poursuivre une carrière artistique parce que sa famille lui avait appris pendant des années que l'art n'était pas un vrai métier. Elle travaillait dans un emploi qu'elle détestait parce qu'elle avait accepté la pensée limitée de quelqu'un d'autre concernant son avenir. Un jour, je lui ai posé une question simple.
Qui t'a dit que tu ne pouvais pas vivre de ton art? Et qu'est-ce qui les qualifie pour porter ce jugement? Cette question a fissuré sa prison mentale. Aujourd'hui, ses œuvres sont exposées dans des galeries à travers le monde. Elle n'a pas brisé la limitation en devenant plus talentueuse. Elle l'était déjà. Elle l'a brisée en questionnant la validité. La deuxième limitation est le traumatisme personnel. Les expériences douloureuses ont cette capacité d'enseigner des leçons que nous n'étions jamais censés apprendre. Si tu as échoué dans quelque chose d'important, tu as peut-être appris que tu n'étais pas assez bon. Si quelqu'un a trahi ta confiance, tu as peut-être appris que les gens ne sont pas dignes de confiance. Si ton cœur a été brisé, tu as peut-être appris que la vulnérabilité équivaut à la douleur. Ces leçons ne sont pas des vérités universelles. Ce sont des mécanismes de protection que ton esprit a créés dans des moments de souffrance. Et même s'ils t'ont peut-être protégé à l'époque, ils te limitent aujourd'hui. Je connais un homme qui a connu la faillite au début de sa carrière. La honte et la lutte étaient si douloureuses que son esprit a créé une limitation. Pendant presque 10 ans, il a cru que le risque financier menait à la ruine. Cette limitation mentale l'a maintenu dans la petitesse. Il a refusé des opportunités. Il a évité l'expansion. Il a rejeté des partenariats. Tout cela parce que son esprit le protégeait d'une douleur qu'il ne voulait plus jamais revivre. Son déclic est venu lorsqu'il a compris que son échec passé n'était pas une condamnation à vie. C'était une leçon. La leçon n'était pas de ne jamais prendre de risques. La leçon était de prendre de meilleurs risques. Lorsqu'il a redéfini le sens de son expérience, la limitation a perdu son pouvoir. La troisième limitation est la peur déguisée en sagesse. C'est peut-être la limitation la plus trompeuse parce qu'elle se présente comme de la maturité. Elle utilise des phrases comme « sois réaliste » ou pense de manière pratique pour t'empêcher de poursuivre la grandeur. La vraie sagesse reconnaît les obstacles, mais cherche des chemins pour les traverser. La peur déguisée en sagesse voit les obstacles et les utilise comme excuse pour reculer. L'une dit « ce sera difficile ». Donc, j'ai besoin d'une stratégie. L'autre dit ce sera difficile, donc ce n'est probablement pas pour moi. J'ai accompagné un jeune leader qui voulait transformer sa communauté par l'éducation. Quand il a partagé sa vision avec des personnes expérimentées, elles lui ont dit de réduire ses ambitions. Sois réaliste. Commence plus petit. Concentre-toi sur l'aide à quelques personnes seulement. Leurs conseils semblaient sages, prudents, raisonnables, mais cette sagesse était en réalité de la peur déguisée. Il ne lui enseignait pas la prudence. Il lui enseignait à s'adapter à leur confort dans la médiocrité. Il a choisi de rejeter leurs limitations. Aujourd'hui, son organisation a formé des milliers d'étudiants que les systèmes traditionnels avaient abandonnés. La quatrième limitation est le succès lui-même. Ironiquement, ce que tu as déjà accompli peut t'empêcher d'atteindre ce qui vient ensuite. Lorsque tu réussis dans un domaine, il existe une énorme pression pour rester dans ce couloir. Les gens te connaissent pour certains accomplissements. Ils te récompensent pour certains comportements. Ils célèbrent certaines facettes de ton identité. Sortir de ce succès établi semble risqué. Et si tu échoues? Et si les gens rejettent cette nouvelle version de toi? Et si ta nouvelle poursuite ne se compare pas à tes réussites passées? J'ai vu d'innombrables personnes prisonnières de leur succès, ayant peur d'exprimer de nouveaux dons, d'explorer de nouveaux intérêts ou de répondre à de nouveaux appels. Ils ont permis à leur réussite passée de définir les limites de leur potentiel. Une avocate à succès avec laquelle j'ai travaillé se sentait appelée à écrire des livres pour enfants. Pendant des années, elle a caché cette passion, craignant que ses collègues ne perdent le respect qu'ils avaient pour elle si elle poursuivait quelque chose d'aussi différent de son identité établie. Sa limitation mentale était la croyance qu'elle ne pouvait être qu'une seule chose, que son succès dans le droit la disqualifiait en quelque sorte d'un succès dans la créativité. Lorsqu'elle a finalement brisé cette limitation, elle a découvert que son esprit juridique apportait des forces uniques à sa narration. La précision du langage qu'elle avait développé comme avocate a fait d'elle une auteure pour enfants exceptionnelle. Ce qu'elle craignait comme un handicap est devenu un atout.
Briser les limitations mentales n'est pas un événement ponctuel, c'est une pratique continue. Chaque nouveau niveau de croissance fait apparaître de nouvelles limitations à dépasser. Chaque nouvel accomplissement crée de nouvelles frontières à repousser. Chaque nouvelle saison révèle de nouvelles façons de penser qui doivent être remises en question. La pratique commence par une question simple. Cette croyance est-elle vraie ou ai-je simplement accepté qu'elle le soit? Lorsque tu identifies une croyance qui ne résiste pas à l'examen, remplace-la par une vérité qui te donne de la puissance au lieu de te limiter. Souviens-toi de ceci. L'esprit qui t'a amené jusqu'ici ne t'emmènera pas là-bas. La manière de penser qui t'a conduit à ton niveau actuel de réussite n'est pas suffisante pour ton prochain niveau. Briser les limitations mentales ne consiste pas seulement à accomplir davantage. Il s'agit de devenir davantage. Davantage de ce que tu as été créé pour être. La différence entre ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui se contentent de l'observer est simple. La conviction. Pas le talent, pas les opportunités, pas les relations. La conviction. Cette certitude inébranlable qui tient ferme quand tout le reste tremble. Cette boussole intérieure qui guide lorsque les conditions extérieures deviennent confuses. Un esprit animé par la conviction est une force de la nature. J'ai un jour discuté avec un homme d'affaires prospère qui employait des milliers de personnes. Je lui ai demandé quelles qualités il recherchait lorsqu'il recrutait des leaders. Sans hésitation, il a répondu qu'il pouvait former des compétences, qu'il pouvait fournir des ressources, mais qu'il ne pouvait pas fabriquer la conviction. Quand je trouve quelqu'un qui possède une conviction authentique, je peux bâtir un empire autour de cette personne. La conviction n'est pas de l'entêtement. L'entêtement refuse de changer malgré les preuves. La conviction demeure ferme à cause des preuves. Les preuves de ta mission, de ta vision, de tes valeurs. Les esprits les plus puissants sont bâtis sur une conviction inébranlable. Il y a des années, j'ai rencontré une jeune femme dans un village qui avait commencé une école sous un arbre. Elle n'avait pas de bâtiment, pas de formation officielle, pas de soutien gouvernemental. Ce qu'elle avait, c'était la conviction. La certitude absolue que les enfants de son village méritaient une éducation. Quand je lui ai demandé pourquoi elle continuait malgré des obstacles écrasants, elle m'a regardé avec du feu dans les yeux et a dit que si elle s'arrêtait, qui enseignerait aux enfants. Aujourd'hui, cette femme dirige l'un des réseaux éducatifs les plus performants de son pays. Sa conviction a attiré les ressources. Sa conviction a inspiré les autres. Sa conviction a vaincu des obstacles qui auraient écrasé quelqu'un, animé seulement par un intérêt passager ou un engagement superficiel. Comment cultiver ce type de conviction inébranlable? Tout commence par la clarté. La conviction ne peut pas exister dans le brouillard de l'incertitude. Tu dois être parfaitement clair sur ce que tu crois, pourquoi tu le crois et ce que tu es prêt à sacrifier pour cela. La plupart des gens vivent avec des idées vagues plutôt qu'avec des convictions claires. Ils ont des préférences, pas des principes. Ils ont des souhaits, pas une vision. Ils ont des désirs, pas une mission. Les idées vagues s'effondrent sous la pression. Seules les convictions claires demeurent solides. J'ai parlé avec un homme qui a survécu à un emprisonnement politique brutal. Pendant des années, il a été torturé à cause de ses convictions. Je lui ai demandé comment il avait tenu sans se briser. Il m'a répondu qu'on n'aurait pu le briser que s'il avait été incertain de ce pourquoi il se battait. Sa clarté était sa force. Quand tu sais exactement pourquoi tu es prêt à mourir, rien d'autre ne peut te détruire. La clarté vient lorsque tu te poses des questions difficiles et que tu exiges des réponses honnêtes. Que crois-je vraiment à propos de moi-même? Quelle valeur ne compromettrai-je jamais? Pour quelle mission suis-je prêt à souffrir? Les réponses à ces questions forment le fondement d'une conviction inébranlable. Le deuxième élément de la conviction est la personnalisation. Il ne suffit pas de croire qu'une chose est vraie. Tu dois croire qu'elle est vraie pour toi. Beaucoup de gens possèdent des connaissances qu'ils n'ont jamais personnalisées. Ils récitent des principes qu'ils n'appliquent pas. Ils citent une sagesse qu'ils n'incarnent pas. La vraie conviction apparaît lorsque la vérité descend de ta tête vers ton cœur. Lorsqu'elle ne devient pas seulement quelque chose que tu sais, mais quelque chose que tu es.
À ce moment-là, la conviction devient personnelle. Elle se transforme d'une information que tu traites en une identité que tu protèges. Je connaissais un homme capable de parler avec éloquence de l'intégrité dans les affaires. Il pouvait citer tous les livres sur le leadership éthique. Mais lorsqu'il a été confronté à une situation qui mettait son intégrité à l'épreuve, il a échoué. Pourquoi? Parce que l'intégrité était son opinion, pas sa conviction. Il savait que c'était vrai, mais il ne l'avait pas rendu vrai pour lui. Le troisième élément de la conviction est le coût. Tu ne développes pas une conviction gratuitement. Chaque conviction authentique te coûte quelque chose. Cela peut te coûter ta popularité lorsque tu te tiens à contre-courant. Cela peut te coûter ton confort lorsque tu choisis la mission plutôt que le plaisir. Cela peut te coûter des relations lorsque les autres ne partagent pas ta vision. Es-tu prêt à payer le prix de tes convictions? La plupart ne le sont pas. Ils veulent la conviction sans le coût. Ils veulent la force d'une certitude absolue, sans le sacrifice qu'elle exige. Mais cet échange n'existe pas. La profondeur de ta conviction sera toujours proportionnelle au prix que tu as payé pour elle. J'ai travaillé avec un leader à qui l'on a proposé des millions pour compromettre ses valeurs. Cette somme aurait résolu tous ses défis financiers. Lorsqu'il a refusé sans hésitation, ses collègues ont été choqués. « Comment peux-tu refuser cela ?» lui ont-ils demandé. Sa réponse était profonde. « J'ai investi trop dans ce que je suis pour me vendre à si bas prix. » Voilà ce qu'est la conviction. Savoir que ce que tu es vaut plus que ce que tu pourrais gagner en te compromettant. Lorsque tu cultives ce niveau de conviction, ton esprit devient inébranlable. Les gens le ressentent lorsqu'ils te rencontrent. Ils perçoivent le poids de ta certitude. Ils reconnaissent la puissance de ta clarté. Un esprit animé par la conviction ne cherche pas la permission de tenir ferme. Il n'a pas besoin de validation constante pour maintenir sa position. Il ne vacille pas lorsqu'il est défié et ne recule pas lorsqu'il est menacé. C'est le type d'esprit qui transforme les environnements simplement en y entrant. C'est le type d'esprit qui effraie ceux qui vivent par le consensus plutôt que par la conviction. Tes pensées t'emmèneront là où ta façon de penser te le permet. La plupart des gens ne deviennent jamais des leaders de pensée parce qu'ils sont trop occupés à être des suiveurs de pensée. Ils répètent ce que les autres pensent. Ils croient ce que les autres croient. Ils acceptent ce que les autres acceptent. Mais un esprit si fort qu'il fait peur aux gens ne se construit pas en suivant les chemins mentaux des autres. Il se construit en traçant de nouveaux sentiers à travers la nature sauvage des possibilités. Le leadership de pensée n'est pas un titre, c'est une discipline. C'est l'engagement quotidien de penser au-delà des limites conventionnelles, de questionner les normes établies, de défier les suppositions confortables. C'est un travail mental que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. J'ai rencontré un homme dans une petite ville qui a transformé toute son industrie. Il ne disposait pas de ressources exceptionnelles. Il n'avait pas de relations puissantes. Ce qu'il possédait, c'était la discipline de la pensée originale. Pendant que ses concurrents se copiaient les uns les autres, lui remettait tout en question sur la manière dont les affaires fonctionnaient dans son domaine. Pourquoi faisons-nous les choses de cette façon? Et si nous essayions quelque chose de totalement différent? Pendant des années, les gens se sont moqués de ces questions. Ils le qualifiaient d'irréaliste, d'impraticable, voire de stupide. Aujourd'hui, ces mêmes personnes luttent pour copier ces méthodes. Voilà ce qu'est le leadership de pensée. La volonté d'avoir l'air ridicule aujourd'hui pour être brillant demain. Cette discipline commence par la solitude. Tes pensées les plus puissantes ne naîtront jamais dans le bruit d'un flux constant d'informations. Elles ont besoin d'espace. Elles ont besoin de silence. Elles ont besoin de toute ton attention. La plupart des gens sont mal à l'aise avec la solitude. Ils remplissent chaque instant de bruit, de distraction et des pensées des autres. Puis ils se demandent pourquoi ils n'ont jamais d'idée de rupture. Je protège mon temps de réflexion avec une rigueur absolue. Pas de téléphone, pas d'interruption, pas de distraction. Juste moi, un carnet, et la liberté de poursuivre une pensée jusqu'à sa conclusion. Cette pratique m'a apporté plus de valeur que n'importe quelle formation suivie ou mentor consulté.
Le deuxième élément de cette discipline est le questionnement. Les esprits forts posent des questions que les esprits faibles évitent. Ils ne questionnent pas seulement les autres. Ils se questionnent eux-mêmes. Ils interrogent leurs suppositions. Ils interrogent leurs conclusions. Ils interrogent même leurs questions. Un dirigeant d'entreprise avec qui je travaille a redressé une société en faillite grâce à une seule pratique. Il a instauré ce qu'il appelle le questionnement sacré. Chaque semaine, son équipe devait remettre en question une hypothèse fondamentale sur leur entreprise. Pourquoi croyons-nous que ce marché ne paiera pas des prix élevés? Pourquoi pensons-nous que ce processus ne peut pas être plus rapide? Pourquoi supposons-nous que nos concurrents ont un avantage? Cette discipline du questionnement a transformé leur manière de penser, ce qui a transformé leurs actions, ce qui a transformé leurs résultats. Voilà la puissance du leadership de pensée. Le troisième élément est la pensée contraire. Il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer. Il s'agit de la pratique intentionnelle d'envisager l'opposé de ce que tout le monde croit être vrai. Lorsque la foule avance dans une direction, le leader de pensée se demande quelle valeur pourrait se trouver dans la direction opposée. Quand un consensus se forme autour d'une idée, la plupart des gens cessent de penser. Ils adoptent simplement le consensus. Le leader de pensée, lui, continue de réfléchir. Surtout lorsque le consensus est le plus fort, il demande qu'est-ce que tout le monde manque. Quels angles morts existent dans la perspective dominante? Cette discipline du leadership de pensée ne te rend pas populaire. Elle te rend souvent incompris. Mais elle construit un esprit si original, si perçant, si pénétrant, qu'il conduit naturellement les autres par la seule force de sa clarté. Ce type d'esprit ne suit pas l'avenir. Il le crée. Le test ultime d'un esprit fort n'est pas ce qu'il accomplit, mais ce qu'il laisse derrière lui. Un esprit véritablement puissant crée un héritage qui survit à sa présence physique. Il sème des graines de transformation qui continuent de croître longtemps après le départ du semeur. Ta plus grande contribution ne sera pas ce que tu construis. Ce seront les esprits que tu façonnes. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un enseignant que j'ai rencontré il y a des années dans un village isolé. Cet homme avait des opportunités de travailler dans la capitale pour un salaire bien plus élevé. Mais il a choisi de rester dans l'école de son village. Quand je lui ai demandé pourquoi, sa réponse révélait un esprit qui comprenait l'héritage. Il m'a dit qu'en ville, il enseignerait à des enfants qui avaient déjà beaucoup d'enseignants. Mais ici, il était souvent le seul adulte instruit que ses enfants connaîtraient jamais. Son esprit pourrait être la seule fenêtre par laquelle il verrait un monde plus vaste. Pendant plus de 40 ans, cet enseignant a déversé sa connaissance, sa sagesse et même ses schémas de pensée dans des générations d'élèves. Il a vécu simplement. Il possédait peu. Mais son héritage était extraordinaire. Parmi ses anciens élèves se trouvaient des médecins, des ingénieurs, des ministres et des dirigeants d'entreprise. Chacun portait en lui une partie de son esprit, sa façon de penser, son approche des problèmes, ses disciplines mentales. À ses funérailles, des milliers de personnes sont venues de tout le pays et du monde entier. Les uns après les autres, ils ont raconté comment l'esprit de cet homme avait façonné le leur. Son héritage n'était pas fait de briques et de béton. Il était bâti dans les circuits neuronaux de chaque esprit qu'il avait influencé. Un esprit fort se reproduit chez les autres. Il n'accapare pas la sagesse, il la transmet. Il ne garde pas les révélations, il les partage. Il ne protège pas ses méthodes, il les enseigne. Les esprits les plus puissants sont ceux qui fortifient d'autres esprits. Je pose souvent une question simple aux leaders. Si tu disparaissais soudainement, ta vision continuerait-elle ou s'effondrerait-elle? Leur réponse révèle s'ils ont bâti un héritage ou seulement un accomplissement. Les accomplissements disparaissent avec toi. L'héritage, lui, continue sans toi. Construire ce type d'héritage demande de l'intentionnalité. Tu dois consciemment transmettre non seulement ta connaissance, mais aussi tes processus de pensée. Tu dois exprimer non seulement tes conclusions, mais aussi la manière dont tu y parviens. Tu dois rendre visible le travail invisible de ton esprit, afin que les autres apprennent non seulement ce que tu sais, mais comment tu le sais. Quand j'accompagne de jeunes leaders, je pense souvent à voix haute, exposant les chemins mentaux que j'emprunte.
Voici ce que je remarque. Voici pourquoi cela me préoccupe. Voici comment je l'analyse. Voici comment j'arrive à cette conclusion. Cette pensée transparente transmet des schémas mentaux, pas seulement de l'information. Un esprit si fort qu'il fait peur aux gens ne se contente pas du succès personnel. Il est animé par le désir de reproduire sa force chez les autres. Il trouve son accomplissement non pas dans le fait d'être irremplaçable, mais dans la création d'une génération capable d'aller plus loin que lui. Ton esprit ne t'a pas été donné uniquement pour ton propre bénéfice. Les pensées que tu nourris, les révélations que tu reçois, la sagesse que tu acquiers, rien de tout cela n'était destiné à s'arrêter à toi. Tout cela devait passer par toi pour atteindre les autres. Alors bâtis un esprit si fort qu'il effraie les gens, brise les limitations mentales qui te retiennent captif, cultive une conviction inébranlable sur ce qui compte réellement, pratique la discipline du leadership de pensée. Puis, avec une intention claire, transmets la puissance de ton esprit aux autres. C'est ainsi que tu construis non seulement une vie réussie, mais un héritage significatif. Un héritage d'esprit si puissant qu'il continue à transformer le monde longtemps après ton départ. Chaque domaine d'influence